tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. L'Empire carolingien vacille. Les fils de Louis le Pieux s'apprêtent à se disputer l'héritage de Charlemagne. Mais pendant que les grandes puissances se déchirent, une petite cité lagunaire négocie habilement son avenir. Ce pacte, signé avec Lothaire, va changer le destin de Venise. Le Pactum Lothari, conclu en 840, représente un jalon essentiel de l'histoire médiévale européenne. Ce document, souvent moins étudié que le traité de Verdun de 843, a pourtant jeté les bases de recomposition territoriale et politique qui ont marqué l'Empire carolingien au IXe siècle. Son importance réside autant dans son contenu que dans les dynamiques qu'il a engendrées au sein de l'aristocratie franque et des royaumes émergents. Ce rapport vise à proposer une analyse approfondie du Pactum Lothari en s'appuyant sur les sources disponibles bien sûr et la littérature scientifique afin d'en dégager les enjeux, les conséquences et la pertinence contemporaine. Tout en sachant que Venise négocie avec Lothaire, mais elle appartient et elle est vassale de l'Empire byzantin. Vous voulez en savoir plus sur le Pactum Lothari? Venez avec moi. L'année 840 est marquée par la mort de Louis le Pieux, fils de Charlemagne, événement qui ouvre une période d'instabilité au sein de l'Empire carolingien. Les luttes de pouvoir entre ses héritiers, Lothaire, Louis le Germanique, Charles le Chauve, exacerbent les tensions internes tout en affaiblissant l'autorité centrale. Les frontières de l'Empire sont soumises à de multiples pressions, notamment les incursions vikings à l'ouest, les menaces slaves à l'est. Socialement, la société franque est caractérisée par une structure féodale en pleine évolution, où les liens de fidélité et la répartition des terres jouent un rôle central dans l'équilibre du pouvoir. À cette époque, la question de succession impériale devient un enjeu majeur, chaque héritier cherchant à asseoir sa légitimité tout en garantissant l'intégrité de ses possessions. Le Pactum Lothari s'inscrit dans ce contexte de fragmentation politique, de recomposition des alliances, illustrant la complexité des rapports de force qui prévalaient alors au sein de la chrétienté occidentale. Le Pactum Lothari engage principalement Lothaire Ier, fils aîné de Louis le Pieux, qui revendique la primauté sur l'ensemble de l'Empire carolingien. À ses côtés, on retrouve des membres influents de l'aristocratie franque, ainsi que des prélats investis dans la préservation de la stabilité du royaume. Les autres héritiers, Louis le Germanique, Charles le Chauve, bien qu'exclus de certaines clauses, restent des acteurs indirects dont les ambitions influencent la teneur du pacte. Bien que Lothaire se proclame et affirme être l'unique dirigeant de l'Empire carolingien, il ne faut pas oublier qu'à cette époque, la règle de succession veut qu'à la mort du père, tous les territoires soient partagés entre ses fils. C'est la coutume germanique. Mais Lothaire ne veut pas partager. Mais il ne peut non plus exclure ses frères. Donc il tente des compromis. Il convient également de souligner le rôle des conseillers et des légats ecclésiastiques, garants de la légitimité religieuse des décisions politiques prises à cette occasion. Bien que l'Église ne soit pas encore toute puissante, comme on aura au Moyen-Âge, comme vous le savez parfaitement, on mange, on dort au son des cloches, on vit au son des cloches au Moyen-Âge. À cette époque, du Pactum Lothari, l'Église est puissante, mais pas encore toute puissante. Le Pactum Lothari se compose de plusieurs articles détaillant la répartition du pouvoir, la gestion des territoires, la modalité de coopération entre les signataires. Parmi les clauses principales, on relève l'affirmation de la suzeraineté de Lothaire sur les terres centrales de l'Empire, la reconnaissance des droits des grands vassaux et la mise en place de mécanismes de résolution des conflits internes. Le pacte prévoit également des dispositions relatives à la défense commune contre les menaces internes. Le pacte prévoit également des dispositions contre les menaces extérieures également,
ainsi que l'organisation de l'administration locale, notamment par le biais de serments et de fidélité renouvelés, comme ça sera le cas avec Venise, qui fera un pacte avec Lothaire, alors qu'elle est normalement dépendante de l'Empire byzantin. Certains articles abordent la question de l'intégrité des patrimoines familiaux, afin de limiter les risques de morcellement excessif des domaines. D'autres stipulent l'obligation pour les signataires de soutenir militairement l'empereur en cas d'agression, renforçant ainsi le principe de solidarité entre les différentes composantes de l'Empire carolingien. Si le Pactum Lothari de 840 marque avant tout une étape clé dans la recomposition de l'Empire carolingien, ses répercussions s'étendent jusqu'à Venise, alors puissance émergente de l'Adriatique, normalement sous suzeraineté de l'Empire byzantin. À cette époque, la Sérénissime se trouve à l'intersection des grandes sphères d'influence entre le monde franc et l'Empire byzantin. La division de l'Empire carolingien, consacrée par le Pactum, modifie le rapport de force en Italie du Nord, ouvrant la voie à un affaiblissement du pouvoir central sur la région et une autonomie accrue pour Venise. Cette nouvelle configuration permet à Venise de renforcer son statut de cité indépendante, bénéficiant de la rivalité entre les héritiers carolingiens et des enjeux diplomatiques qui se déplacent vers les frontières orientales. Et aussi, pour la toute première fois, un doge de Venise gouvernant une partie de l'Empire byzantin. Il faut rappeler que Venise appartient encore à l'Empire byzantin. Traité d'égal égal avec un souverain étranger, après avoir été adoubé consul et porte-épée par l'empereur byzantin Théophile. Le Pactum Lothari, mais la remise des pillards qui auraient fait des incursions depuis le territoire carolingien au territoire vénitien et inversement ont remis les prisonniers à leurs propriétaires, ont fait la remise réciproque sur demande des fuyards, des esclaves, des hommes libres, des animaux errants, des produits, etc. On traite d'égal à égal. L'Empire carolingien reconnaît donc l'indépendance de Venise, qui devient, au lieu d'un duché, un État à proprement parler et indépendant de l'Empire byzantin. L'adoption du Pactum Lothari entraîne une redéfinition rapide des équilibres territoriaux. Les terres centrales, correspondant approximativement à la Lotharingie, définie en 843 après le partage de Verdun, devient le cœur du pouvoir de Lothaire, tandis que les marges orientales et occidentales sont confiées à ses frères. Cette nouvelle cartographie du pouvoir provoque des ajustements dans la hiérarchie nobiliaire et accentue la fragmentation administrative de l'Empire carolingien. Sur le plan de la gouvernance, le pacte favorise l'émergence de pratiques de négociation et de compromis au détriment de l'autorité impériale unifiée et prônée par Charlemagne. Par ailleurs, la reconnaissance des droits spécifiques aux grands vassaux renforce leur autonomie, ce qui contribue à affaiblir durablement le pouvoir central, tout en préparant le terrain pour l'essor du système féodal. Les conséquences du Pactum Lothari dépassent la seule période carolingienne. En instaurant une logique de partage et de compromis, il préfigure les grandes divisions territoriales qui marqueront l'Europe médiévale, notamment lors du traité de Verdun en 843. L'idée d'un empire unitaire laisse progressivement place à une mosaïque de royaumes, de principautés, dotés de relations complexes et souvent concurrentes. Cette évolution influence durablement la structuration politique de l'Occident, favorisant l'émergence de nouvelles identités régionales et nationales. Sur le plan institutionnel, le pacte contribue à l'affirmation du rôle des assemblées de nobles et de l'Église dans la prise de décision, amorçant une transformation des modes de gouvernance qui trouvera son aboutissement dans les monarchies féodales et les États modernes. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 20 février 840, c'est le début du règne de Wuzong, empereur Tang
de Chine. Son règne est caractérisé par la construction de nombreux temples, de monastères, etc. Son règne prend fin en 846. Le 20 juin, Louis le Pieux trouve la mort, alors qu'il allait affronter Louis de Bavière révolté contre son propre pouvoir. Le 24 juillet 840 à Strasbourg, Lothaire, rentré d'Italie après la mort de son père Louis le Pieux, prétend à l'ensemble de l'Empire carolingien, sans reconnaître à ses frères les royaumes autonomes et leur propre pouvoir. Le règne de Lothaire prend fin en 855. Charles le Chauve et Louis le Germanique se liguent contre lui. C'est le fameux serment de Strasbourg. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. L'Empire carolingien vacille. Les fils de Louis le Pieux s'apprêtent à se disputer l'héritage de Charlemagne. Mais pendant que les grandes puissances se déchirent, une petite cité lagunaire négocie habilement son avenir. Ce pacte, signé avec Lothaire, va changer le destin de Venise. Le Pactum Lothari, conclu en 840, représente un jalon essentiel de l'histoire médiévale européenne. Ce document, souvent moins étudié que le traité de Verdun de 843, a pourtant jeté les bases de recomposition territoriale et politique qui ont marqué l'Empire carolingien au IXe siècle. Son importance réside autant dans son contenu que dans les dynamiques qu'il a engendrées au sein de l'aristocratie franque et des royaumes émergents. Ce rapport vise à proposer une analyse approfondie du Pactum Lothari en s'appuyant sur les sources disponibles bien sûr et la littérature scientifique afin d'en dégager les enjeux, les conséquences et la pertinence contemporaine. Tout en sachant que Venise négocie avec Lothaire, mais elle appartient et elle est vassale de l'Empire byzantin. Vous voulez en savoir plus sur le Pactum Lothari? Venez avec moi.